Elon Musk, dont on parle assez souvent dans l'émission, il a une vertu pour les journalistes, il se passe toujours quelque chose avec lui et du coup ça nous donne des sujets c'est globalement du lourd. Quand effectivement Elon Musk s'exprime, la semaine dernière on évoquait ces différentes prises de parole à l'occasion notamment autour d'une crypto-monnaie, le Dogecoin, qu'il avait fait doubler voire tripler ce matin, enfin même pas ce matin d'ailleurs, en début d'après-midi, heure de Paris. Information un peu brute comme ça sur Twitter avant même les premières dépêches. Tesla a acheté 1,5 milliard de dollars en Bitcoin. Source SEC Filing, c'est-à-dire les déclarations officielles de l'entreprise Tesla à la Securities and Exchange Commission, l'autorité des marchés financiers aux États-Unis. Les premières réactions: no way, this is not real, this is no it, way, this is real. Oh, holy shit, it is real. Voilà, ça c'était les toutes premières minutes suite à cette annonce, ces premières annonces. Ensuite, ça devient un petit peu plus construit. Tesla a investi 1,5 milliard de dollars en Bitcoin, according to a regulatory filing. Tesla dit également: nous prévoyons d'accepter le règlement en Bitcoin à brève échéance pour le règlement des automobiles avec conséquences immédiates. C'était disons une dizaine de minutes après l'annonce. Regardez le Tweetos qui avait fait une capture d'écran de son graphe du Bitcoin qui s'envolait de 10% sur le moment. On était à un moment de ce graphe à 42 000 $ et quelques. En milieu d'après-midi, heure de Paris, on était au-delà des 43 000 $. Pendant ce temps-là, le Dogecoin, qui était une des autres crypto-monnaies dont Elon Musk s'était fait l'apôtre la semaine dernière, prenait quelque chose comme 40% là encore aujourd'hui, heure de Paris. Tout ça c'est reparti, tout ça est-il bien raisonnable? À force de dire c'est de la spéculation, c'est du n'importe quoi, est-ce que ça renforce selon vous l'idée que c'est de la spéculation, c'est du n'importe quoi, ou peut-être qu'il y a quelque chose derrière qu'on maîtrise ou qu'on ne maîtrise pas? D'ailleurs, votre regard, Baptiste, sur cet dernier épisode, il y en aura d'autres, je pense, dans la série Bitcoin et Elon Musk. Ben là, en première remarque, j'aimerais dire que il est toujours intéressant de voir le pouvoir évocateur des papes de la tech sur la valeur d'un bien qu'ils estiment pertinent ou légitime sur le marché. Mais là, c'est pas purement spéculatif parce qu'il le lie quand même à un aspect de l'économie réelle qui est celui de la possibilité de réaliser des transactions en Bitcoin. Ouais. Derrière, autre reproche qu'on fait au pape de la tech, c'est de s'affranchir des États, puisque quel plus grand symbole de l'État que celui de battre monnaie et de battre la seule monnaie légitime? Sinon, c'est du délit de faussaire. Donc, le fait qu'aujourd'hui, il y ait une monnaie qui permette des transactions internationales, des paiements de biens et marchandises, qui ne soient pas régulés par l'État, c'est un gros coup, surtout si on l'intègre vraiment. C'est le projet d'ailleurs, rappelons à chaque fois que au départ, le Bitcoin, c'est un projet politique. C'est un projet anarcho-libertaire, je ne sais pas quoi, mais en tout cas, c'est un projet politique dans les fondations de ce qui avait été annoncé par ses créateurs, dont on ne sait pas qui c'était d'ailleurs. Mais... Oui, ce qui est intéressant, c'est le caractère secret des fondateurs, qui est révélateur du sujet. Donc, vraiment, effectivement, ce pouvoir d'évocation qui, effectivement, a une apparence spéculative, mais le fait de le relier à l'économie réelle, c'est assez nouveau. Et moi, j'y vois, le symbole du délitement de l'État moderne. Ce qui est intéressant de la part de cette entreprise, d'Elon Musk, de le faire de cette manière. Alors, il y a le délitement de l'État, il y a le côté, tous ces promoteurs aussi annoncent le côté décentralisé, effectivement, c'est un peu la même chose. L'idée aussi que par rapport à des banques centrales qui battent monnaie comme des dingues, comme jamais, on est paradoxalement peut-être, encore une fois, ce sont les promoteurs des crypto-monnaies qui le disent, dans quelque chose de plus sérieux, puisque il y a une quantité prédéfinie depuis le début de Bitcoin, et que c'est peut-être les banques centrales qui alimentent indirectement avec les centaines de milliards émis directement ou indirectement au profit par la BCE et par la Fed américaine. Votre regard, Franck? Mon regard est celui que vous venez d'indiquer, c'est-à-dire je pense qu'on vit une période unique dans l'histoire de l'humanité où des banques centrales impriment monnaie dans des quantités jamais vues, sans conséquences réelles sur l'inflation. Cette monnaie va au financement de déficits publics, grandement, très majoritairement. Et finalement, les entreprises passent à côté. La croissance passe, il n'y a pas de croissance, il y a même une profonde récession. Et donc, on est dans un système où il y a une sphère publique qui mange de l'argent dans des sommes qu'on n'a encore jamais vues dans l'histoire. Les banques centrales qui impriment des billets dans des montants qu'on n'a jamais vus dans l'histoire. Et personne ne sait aujourd'hui comment ça va se terminer. C'est comme le coronavirus, c'est-à-dire que les gens qui savaient comment ça allait se produire, personne ne savait aujourd'hui. Il faut avoir la modestie de dire que personne ne savait. Et bien là, je pense que c'est pareil. Personne ne sait comment ça va se terminer, cette histoire. Et investir et diversifier en mettant de l'argent sur du Bitcoin,
me paraît plutôt intelligent pour des gens qui ont beaucoup de liquidités. C'est pas... Voilà, mais je trouve que quand on ne sait pas trop où se termine l'histoire de ces quantités de dollars et d'euros qui ont été injectés de cette façon-là, quand personne ne peut prédire cette histoire-là, c'est pas bête, on a beaucoup de milliards de dollars, d'en mettre quelques-uns par ailleurs sur un système différent qui ne subit pas ces risques-là, le risque des banques centrales, et qui permet donc de diversifier son risque. Alors, ce qui est amusant, c'est qu'il va y avoir il y a des rivalités aussi entre crypto-monnaies. Le Bitcoin, c'est la première. Effectivement, il faut, en milieu d'après-midi, là, à Paris, au moment où on a enregistré cette émission, le Bitcoin était autour de 43 000 $ et quelques. Il y a des crypto-monnaies beaucoup plus petites. J'évoquais tout à l'heure le Dogecoin qui doit valoir quelque chose comme 8 centimes de dollars, mais il valait 2 centimes de dollars la semaine dernière. Donc, en une semaine, il a quand même fait x4. Et c'est amusant, regardez ce tweet-là. Pourquoi l'envolée du Dogecoin? C'est pas cher, donc c'est 8 centimes au lieu de 40 000. C'est funny. Comme quoi, par rapport à une motivation sur une monnaie, c'est quand même intéressant. C'est ironique. Un chien, c'est mignon. C'est quand même, c'est quand même toute une motivation économique forte. Il y a une celebrity endorsement, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est poussé par une vedette, en l'occurrence Monsieur Musk. C'est anti-establishment par rapport à l'affaire GameStop, d'il y a 15 jours, c'est intéressant. Et puis, les gens vont want a single unit of something, not a fraction. Effectivement, quand ça vaut 8 centimes, on peut l'acheter. Quand ça vaut 43 000 $, et la plupart des gens, ils achètent des bouts de Bitcoin. On a des arguments quand même d'un nouveau genre par rapport au soutien à une monnaie. Ce que vous soulignez, et c'est intéressant quand on la compare à la monnaie d'État, la monnaie dite fiduciaire, qui vient de la confiance, c'est que derrière l'argument anti-establishment est intéressant, c'est que jusqu'à présent, on donnait seul crédit à l'État pour donner suffisamment de confiance dans un instrument papier. Maintenant, on s'en remet à une complexité technique, à une ultra-transparence, puisque le Bitcoin, par sa construction technologique, c'est une forme d'ultra-transparence, puisque tout le monde a accès. La confiance est basée sur une forme de multiplicité de vérification de la véracité de chacune des inscriptions. Sur le papier, le paradoxe, il y a ultra-transparence et que de l'autre côté, personne ne comprend rien. C'est antidémocratique. C'est ultra-transparent, mais antidémocratique. Ils ont réussi à concilier ce dilemme. Mais c'est vrai que c'est intéressant quand on voit les motivations des individus investisseurs dans ces monnaies, c'est que le rapport de confiance est inversé. Le rapport de confiance. Aujourd'hui, on y va parce que, pour un motif politique, effectivement, il y a aussi des questions de régulation internationale, puisque certains pays ont utilisé le Bitcoin pour lever un certain nombre de blocus et de blocages, qui pouvaient être le Bitcoin laisse plus libre, puisqu'il n'a pas la régulation des... Les pays qui ne sont pas jugés fréquentables, peut-être. Mais qui sont des sources d'investissement et de développement business. Parfois, qui peuvent être utiles pour un certain nombre de nos grosses entreprises. Mais moi, j'y vois un rapport inversé à la confiance, et on en parle souvent aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est le fait que le crédit qu'on accorde est complètement modifié aujourd'hui. Le fait qu'un investisseur, comme vous le soulignez, le tweet est peut-être anecdotique, mais il illustre néanmoins une motivation, se dire c'est anti-establishment, c'est pour dire à quel point cet investissement revêt aussi quelque chose de très politique au fond. Et c'est un côté people, celebrity endorsement, c'est une monnaie people maintenant, le Bitcoin et le Dogecoin d'ailleurs, effectivement, c'est quelque chose qui veut dire quelque chose de nos jours. D'abord, il faut quand même... Ça a marché pour le président des États-Unis il y a 4 ans. C'était un people. Ce n'est pas une monnaie. Ouais. Une monnaie, ça a deux fonctions. La conservation d'une valeur et la fonction d'échange, pouvoir acheter avec cette monnaie. Ça a la première fonction. Le Bitcoin, ça vous permet d'investir et vous avez une valeur qui est cotée, donc vous avez une valeur en euros ou en dollars, vous pouvez savoir combien vous avez en Bitcoin, mais ça n'a pas encore la fonction d'échange. Vous ne pouvez pas aller vous faire vos courses en Bitcoin à ce jour. Donc ce n'est pas... Sur Internet de plus en plus, puisque PayPal accepte le Bitcoin. Une fois que vous avez un compte PayPal, vous pouvez quasiment tout acheter. Voilà, mais vous ne pouvez pas vivre uniquement... Pas à la boulangerie. Pas à la boulangerie, vos courses au supermarché, vous ne pouvez pas les faire en PayPal. Et donc ça n'a pas encore la fonction d'échange. C'est pour ça qu'il dit qu'on pourra demain acheter des Tesla en Bitcoin, c'est que c'est une nouveauté. Ça ne paraît pas évident. Si c'était une monnaie, la question ne se poserait pas. Il ne dirait pas, je vous annonce que bientôt on pourra acheter une Tesla. Si le Bitcoin était une monnaie, on pourrait déjà acheter une Tesla. Bien entendu. Bon. Donc ce n'est pas une monnaie. C'est un instrument de valeur, de spéculation très forte. Vous avez les cours qui évoluent dans des proportions que vous dites. Vous avez cité des hausses, mais il y a aussi eu des baisses. Bien sûr, non, mais c'est une volatilité extrême. Une volatilité extrême, donc c'est un instrument de spéculation, un instrument de valeur, mais ce n'est pas encore un instrument d'échange, c'est le premier point. Pour que ce soit un instrument d'échange, il faut que les États interviennent. Donc on revient, pour que ça devienne une monnaie, il faut que les États interviennent. Et les instruments de spéculation, on en a connu un très grand nombre récemment. Ça s'est d'ailleurs bien souvent mal terminé. Et ça se termine avec l'intervention de l'État. Quand les subprimes étaient devenus un investissement clé. Quand ça se termine. Ou quand le Liban
inventait des placements avec 10%, des comptes à terme avec 15% de rendement. On s'est aperçu qu'à un moment donné, finissait mal là aussi. Voilà, il faut que les États retrouvent leur rôle parce que à la fin des fins, en période de crise, ça reste l'État le dernier garant. À suivre, on a fait un peu long pour un apéritif, mais ça reste fascinant, on y reviendra sûrement. Allez, tout de suite, premier gros thème de cette émission autour de l'amitié dans le capitalisme.